Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Les commençons. analgésiques sont appelés antalgiques. Ils sont aujourd'hui produits en très grand nombre. Les comprimes analgésiques sont largement représentés dans toutes les pharmacies. Mais il faut savoir que la liste des substances qui peuvent soulager la douleur n'est pas aussi large que la liste des médicaments eux-mêmes. En effet, dans de nombreux médicaments, la composition des principes actifs est identique ou très similaire. La différence réside uniquement dans le nom de marque sous lequel il est produit. La douleur peut être localisée dans différentes parties de notre corps, avoir un caractère et une cause d'apparition différents. Pour l'éliminer, il est nécessaire d'utiliser des analgésiques de manière compétente. C'est pourquoi les analgésiques puissants sont si populaires. Dans ce cas, la douleur est achetée, le seuil de la douleur est modifié ou la structure du système nerveux périphérique et du SNC est temporairement endommagée. La flupirtine, les antidépresseurs et les anticonvulsivants ont un effet similaire. On utilise souvent des médicaments qui n'éliminent pas eux-mêmes la douleur, mais qui, en même temps, renforcent efficacement l'effet. Analgésiques d'autres moyens. Il s'agit des antispasmodiques et des myorelaxants. Tous les médicaments analgésiques sont divisés en plusieurs catégories, opioïdes, néopioïdes, combinaisons. Tous les autres remèdes sont considérés comme symptomatiques. Ils permettent d'obtenir un effet maximal en un minimum de temps. Les médicaments néopioïdes sont aujourd'hui les plus populaires. Cette popularité s'explique par le fait qu'ils ne sont pas narcotiques, mais qu'ils sont très efficaces. Ils ont moins d'effets secondaires, sont accessibles à tous, sont en vente libre et ne créent pas de dépendance. Le plus souvent, les analgésiques sont disponibles sous forme de comprimes. Les analgésiques puissants sous forme de comprimes sont pratiques à utiliser et se glissent facilement dans un sac à main ou même un porte-monnaie. En Europe et en Amérique, l'un des analgésiques les plus populaires est le paracétamol. Il est utilisé pour différents types de douleurs, tant chez les adultes que chez les enfants. Mais dans notre pays, on a tendance à utiliser plus souvent des antispasmodiques, comme le Noxpa, pour lutter contre la douleur. Les médicaments opioïdes sont également utilisés aujourd'hui. Mais ils sont prescrits beaucoup moins souvent, car ce sont des stupéfiants. La nécessité de tenir un registre strict de la prescription de stupéfiants affecte particulièrement leur utilisation. Comme il s'agit là d'une lourde tâche, les médecins préfèrent prescrire des médicaments non opioïdes. Mais ces médicaments ont un fort effet analgésique. C'est pourquoi, dans les pays européens et en Amérique, la procédure de prescription de médicaments opioïdes est beaucoup plus simple. Si un médecin décide de prescrire un médicament opioïde, il prend une grande responsabilité vis-à-vis du patient. Il est important de tenir compte de ses caractéristiques psychologiques et sociales et de contrôler en permanence le taux d'anesthésique dans le sang. En outre, le médecin devra tenir un registre strict des médicaments opioïdes et fournir tous les documents en cas de contrôle. Les analgésiques les plus puissants sont les médicaments opioïdes. Mais ces médicaments peuvent également varier dans l'intensité de leur effet analgésique. Les comprimes analgésiques les plus puissants peuvent ne pas avoir de propriétés narcotiques. Cela est dû au fait que leurs propriétés narcogènes sont très faibles. En même temps, ils éliminent parfaitement les sensations de douleur. Un grand avantage de ces moyens est qu'ils ne provoquent pas d'accoutumance. Leur enregistrement n'est pas aussi strict. Ils sont donc plus souvent prescrits. Les principales substances analgésiques. Bien que les pharmacies proposent une grande variété de médicaments analgésiques, il ne s'agit que de noms de marque. Mais il ne s'agit que de noms de marque. En fait, il existe 4 substances principales qui peuvent soulager la douleur: l'aspirine, le paracétamol, ibuprofène, l'analgin. L'aspirine, son nom professionnel est l'acide acétylsalicylique. Ce médicament est très connu de tous. Au fil des années, il approuve son efficacité dans la lutte contre la douleur et la fièvre. Mais il n'est pas aussi inoffensif qu'il y paraît. L'aspirine peut provoquer des maladies du foie et le syndrome de Rey. Elle est contre-indiquée chez les enfants de moins de 14 ans. En outre, ce médicament irrite fortement les muqueuses de l'estomac et est donc contre-indiqué en cas de gastrite et d'ulcéré. Il n'est pas recommandé de l'utiliser pour soulager les douleurs menstruelles. Il est préférable de le prendre après les repas, en buvant de l'eau ou mieux avec du lait.
Le paracétamol, l'analgésique le plus sûr. Il n'est pas très toxique, il réduit bien la fièvre. Il peut donc être utilisé pendant la grossesse et en pédiatrie. Mais en cas d'utilisation prolongée, il a un effet négatif sur le foie. Ibuprofène. L'ibuprofène a rarement des effets secondaires. En plus d'être analgésique, il a un effet anti-inflammatoire. Il est souvent prescrit en cas de contusion, de douleurs articulaires. Peut être administré aux enfants. Aide à soulager les douleurs menstruelles. Pour obtenir un bon effet, l'ibuprofène doit être pris plusieurs fois par jour. Si l'ibuprofène irrite la muqueuse gastrique, c'est rarement le cas. En cas d'utilisation prolongée, il peut avoir un effet négatif sur la fonction rénale, c'est pourquoi les médecins préfèrent le prescrire par épisode. Analgin is used very frequently and in some cases inappropriately. Therefore, WHOM to reduce the frequency of taking this drug. It has a lot of side effects. It depresses the hematopoietic system, negatively affect the kidney and liver. It is better to listen to the doctor and use analgin only when absolutely necessary. But it has undeniable advantage over other analgesic. It quickly relieve pain. It can be administered intravenously or intramuscularly. Nimesulide this drug is little studied. It has a pronounced analgesic effect and does not irritate the stomach. It has a prolonged effect, up to 12 hours. But it can impair liver function. There are countries in which it is prohibited for use in pediatric. And since it can cause drowsiness, the drug is contraindicated when driving a vehicle. Combination product. Il combine plusieurs substances actives à la fois. Elles sont capables de renforcer l'effet de chacune d'entre elles. Ces médicaments sont souvent utilisés dans des cas complexes. Les analgésiques puissants sont le plus souvent constitués de plusieurs composants. Ils comprennent souvent du phénobarbital, de la codéine, de la caféine. Ils renforcent l'effet de l'analgésique. L'un des médicaments les plus populaires est la solpadène. Il est basé sur le paracétamol, dont l'action est complétée par la caféine et la codéine. Un autre remède populaire, pentalgin, contient de la caféine, du phénobarbital et de la codéine, qui renforcent l'action des substances principales, l'analgin et le paracétamol. Bien entendu, ces remèdes combinés ont un effet puissant. Mais en même temps, ils peuvent provoquer un certain nombre d'effets secondaires. Type d'anesthésie. Les variétés d'anesthésie locale sont généralement classées en fonction du niveau de blocage de la sensibilité à la douleur et des méthodes de mise en œuvre. On distingue les types d'anesthésie locale suivants, blocage de l'appareil récepteur et des branches nerveuses qui en découlent. Ce groupe comprend l'anesthésie terminale et toutes les méthodes d'infiltration, blocage des conducteurs nerveux spécifiques. Ce groupe comprend les méthodes d'anesthésie conductive, anesthésie des plexus, des nerfs périphériques, des racines de la moelle épinière, blocage de l'appareil sensoriel d'une zone particulière du membre dans son ensemble par imprégnation du tissu avec le médicament. Dans ce cas, l'anesthésique est administrée par le canal microcirculaire. L'anesthésie intraosseuse ou intraveineuse est censée être réalisée. J'ai créé ce projet pour vous parler de l'anesthésie et de l'anesthésie dans un langage simple. Si vous avez trouvé une réponse à votre question et si le site vous a été utile, je vous remercie de votre soutien, qui nous aidera à développer le projet et à compenser les coûts de sa maintenance. Question sur le sujet. Bonjour. J'ai 32 ans. En mai de cette année, on m'a enlevé des polypes dans le nez. L'opération s'est faite sous anesthésie générale. Mais cela fait presque 7 mois. Et la sensibilité dans la zone du nez et de la lèvre supérieure n'a pas récupéré. Est-il possible que l'anesthésie ne passe pas et reste à vie? Quelle est la durée approximative de l'anesthésie locale, novocaïne, pendant l'opération d'ablation d'une hernie inguinale, opération planifiée? Le patient est âgé de 63 ans. Bonjour docteur. Est-il possible d'utiliser des sédatifs, par exemple Novopacie, avant une extraction dentaire sous anesthésie locale? Merci de votre réponse. Anesthésiste Danilov SE. Julia, tout cela n'est pas lié à l'anesthésie elle-même. La question ne permet pas de savoir en quoi consistait l'opération, peut-être est-ce lié à ce qui a été opéré, ou à des maladies plus cachées, et il faut alors vous examiner pour en déterminer la cause. Anesthésiste Danilov SE.
Il est nécessaire de rechercher la cause, cette question étant posée au chirurgien qui pratique l'opération. L'anesthésie locale peut être utilisée pour l'extraction de 5 à 6 dents. Anesthésiste Danilov SE. Irina, vous devez comprendre qu'il existe un risque minimum pour toute intervention, le corps de chacun est différent et la question comment le corps peut-il réagir n'est pas tout à fait correcte. L'opération est planifiée, les anesthésistes pour enfants sont des professionnels, tout ira bien, ne vous inquiétez pas. Bonne chance. L'anesthésie locale est une méthode d'anesthésie dans laquelle un anesthésique est injecté dans le nerf innervant le site de l'opération, envisagé ou dans le tissu. Cette méthode peut être utilisée en dentisterie, en traumatologie, en gynécologie et dans d'autres domaines médicaux. Le plus souvent, l'anesthésie locale est pratiquée en dentisterie. Grâce à elle, il est possible de réaliser des opérations dentaires complexes sans que le patient ne ressente la moindre douleur. L'anesthésie locale est le plus souvent utilisée en dentisterie. Outre les soins dentaires, l'anesthésie locale peut être pratiquée dans le cadre d'opérations telles que le grattage de l'utérus, pour une césarienne, l'ablation de l'appendicite pendant la grossesse, la chirurgie nasale, lors d'opérations ophtalmologiques. La nécessité d'une anesthésie du travail. L'anesthésie de l'accouchement est nécessaire en cas d'évolution pathologique de l'accouchement et ou de maladie chronique extragénitale. Chez la femme qui accouche, le soulagement de la douleur pendant l'accouchement, analgésie, permet non seulement d'atténuer la souffrance et le stress émotionnel de la part de la parturiente, mais aussi d'interrompre la connexion utérus-moelle épinière, cerveau, ce qui empêchait la formation d'une réponse cérébrale du corps à des stimuli douloureux sous la forme de réactions autonomes. Tout cela conduit à la stabilité du système cardiovasculaire, normalisation de la pression et du rythme cardiaque, et à l'amélioration de la circulation sanguine utéroplacentaire. En outre, une anesthésie efficace de l'accouchement réduit la dépense énergétique, diminue la consommation d'oxygène, normalise le système respiratoire, évite l'hyperventilation, l'hypocapnie et prévient la vasoconstriction utéroplacentaire. Toutefois, les facteurs susmentionnés ne signifient pas que toutes les femmes en travail ont besoin d'une analgésie médicamenteuse. Le soulagement naturel de la douleur de l'accouchement active le système antinociceptif, qui est responsable de la production d'opiacés, d'endorphines ou d'hormones du bonheur qui suppriment la douleur. Méthode et type de soulagement de la douleur de l'accouchement. Tous les types de soulagement de la douleur liés à l'accouchement se repartissent en 2 grands groupes, l'analgésie physiologique, non médicamenteuse, l'analgésie pharmacologique ou médicamenteuse. La réduction de la douleur est l'objectif principal des médicaments anesthésiques. La douleur est la réaction naturelle du corps humain lorsque la peau, les muscles et les organes internes sont endommagés. Elle fait prendre conscience à chacun que tout ne va pas bien et constitue un mécanisme de défense important qui permet de sauver des vies. En effet, les personnes insensibles à la douleur meurent rapidement de blessures graves, d'hémorragies et d'infections. Cependant, la chirurgie exige que le médecin fasse des incisions artificielles dans la peau d'une personne, ce qui entraîne inévitablement une très forte douleur. Avant l'avènement de l'anesthésie, les manipulations chirurgicales étaient effectuées en direct et les patients mouraient souvent d'un choc douloureux. En particulier, l'une des plus anciennes opérations, la césarienne, a été pratiquée sur des femmes sans anesthésie au XIXe siècle. Parfois, on faisait boire aux patients des infusions ou des décoctions de diverses plantes qui avaient un léger effet analgésique. Et dans certains cas, on versait des boissons alcoolisées fortes sur une personne en guise d'anesthésie. Heureusement, cette époque appartient au passé et l'arsenal des médecins modernes comprend un grand nombre de médicaments différents, ayant un effet analgésique. La chirurgie n'est donc plus quelque chose de terrifiant, car dans la grande majorité des cas, le patient n'éprouvait aucune émotion négative pendant l'opération. Perspective sur les analgésiques. La classe des analgésiques continue d'évoluer rapidement. Bien qu'il fasse l'objet de recherches actives depuis plus d'1 siècle, la quête d'analgésiques efficaces et sûrs se poursuit. Les scientifiques tentent activement d'explorer de nouvelles classes de médicaments. Ces substances ont une grande efficacité analgésique. Elles agissent activement sur le processus de transmission de la douleur à différents stades. Des recherches sont également menées sur les agents capables d'influencer les structures de notre corps qui sont capables de supprimer la douleur. Mais dans certains cas, les médicaments opioïdes sont les plus efficaces.
C'est pourquoi, dans notre pays, de nombreux médecins tentent d'assouplir les conditions de leur enregistrement. Mais cela présente un inconvénient important. S'il est possible d'assouplir les exigences bureaucratiques relatives à la délivrance et à la comptabilisation des médicaments opioïdes, l'entière responsabilité de la prescription de ces médicaments et de leur utilisation incombera au médecin lui-même. Les praticiens devront s'efforcer de respecter une approche progressive du traitement. La clé du succès dans la gestion de la douleur est d'identifier la nature, la source et le mécanisme de la douleur. Les praticiens doivent s'efforcer de veiller à ce que le traitement soit échelonné. Il est très important d'expliquer aux patients tous les objectifs de ce traitement et la durée de l'effet du médicament. Lors de la prescription de médicaments opioïdes, les éventuels facteurs de risque psychosociaux doivent être évalués de manière adéquate. Les analgésiques opioïdes et narcotiques sont utilisés dans les cas graves, lorsque les autres groupes d'analgésiques sont impuissants. Il est important que le médecin explique comment les utiliser correctement et que cela fasse l'objet d'un suivi attentif au cours de la suite du traitement. En quoi consistent les analgésiques puissants, comment les utiliser correctement pour ne pas causer de dommages irréparables à la santé? Que peut-il se passer en cas de surdosage? Peuvent-ils provoquer des effets secondaires graves? Les réponses à toutes ces questions sont nécessaires pour chacun d'entre nous. En effet, nous utilisons régulièrement des analgésiques. Le syndrome de la douleur accompagne de nombreuses pathologies. Et la thérapie commence souvent par l'étape du soulagement de la douleur. Quels sont les médicaments qui aident le mieux à supporter la douleur? Comment fonctionnent-ils? Peuvent-ils provoquer de nouvelles maladies? Nous avons déjà mentionné que les analgésiques sont divisés en deux groupes, les non-narcotiques et les narcotiques. Ils ont des mécanismes d'action différents. Narcotiques. Pour obtenir une anesthésie, on utilise le plus souvent des moyens pharmacologiques, substances, moins souvent des facteurs physiques, électronarcose. Les moyens par lesquels l'anesthésie est réalisée sont appelés agents narcotiques, anesthésiques généraux. L'anesthésie implique la suppression de la perception des stimuli douloureux, l'obtention d'un blocage neurovégétatif et d'une relaxation musculaire, la déconnexion de la conscience, le maintien d'un échange gazeux et d'une circulation sanguine adéquate, la régulation des processus métaboliques. On distingue l'anesthésie par inhalation et l'anesthésie sans inhalation. L'anesthésie par inhalation est réalisée avec des anesthésiques liquides, vapeur, éther diéthylique, fluorotane, trichloréthylène, pentane, chloroforme ou des gaz narcotiques, protoxyde d'azote, cyclopropane. Ils pénètrent dans l'organisme par les poumons. Pour l'anesthésie par inhalation, on utilise un masque buccal ou nasal, anesthésie au masque, une sonde nasopharyngée, nasopharyngée. Une sonde endotrachéale, lorsque le mélange narcotique, contournant les voies respiratoires supérieures, pénétrait directement dans la trachée et les bronches, anesthésie endotrachéale ou intubation. Le patient peut être intubé par la bouche ou le nez à l'aide d'un laryngoscope sous contrôle visuel, par le nez à l'aveugle, sans l'aide d'un laryngoscope et dans des indications strictes par une trachéotomie. Le principal avantage de l'anesthésie par inhalation est qu'elle est facilement contrôlable. Pour l'anesthésie sans inhalation, intraveineuse, rectovaginale, on utilise l'Hexenal, le thiopental sodique, le propanidide, sombrevin, épontol, le bétinal, le viadril, l'oxybutyrate de sodium, la kétamine, le propofol, diprivan et d'autres produits. L'anesthésie peut être réalisée avec un mononarcose, deux ou plusieurs anesthésiques et autres médicaments, combinés ou multicomposantes. Potentialisée, polynarcose. L'anesthésie endotrachéale combinée est utilisée pour la chirurgie faciale et maxillaire étendue. L'induction de l'anesthésie est réalisée à l'aide d'un anesthésique général et son maintien à l'aide d'un autre anesthésique. En outre, des agents pharmacologiques à action strictement ciblée sont utilisés. Pour les interventions chirurgicales de courte durée chez les patients dentaires dans les polycliniques et les hôpitaux, on utilise l'anesthésie par inhalation, masque, nasopharyngée ou l'anesthésie par voie intraveineuse. Anesthésie par infiltration. Lors de l'anesthésie par infiltration des tissus mous du visage et du traitement antiseptique de la peau de la zone opératoire, le visage du patient est recouvert d'un drap ou d'une serviette stérile. Une seringue d'une capacité de 2 ml munie d'une aiguille fine et courte est utilisée.
Le long de la ligne de l'incision à venir, dans l'épaisseur de la peau, on injecte 0,25 à 0,5 ml de solution anesthésique à 1%, créant ainsi ce que l'on appelle la croûte de citron. La piqûre de l'aiguille et l'injection de la solution anesthésique sont répétées du côté de la zone où l'anesthésie a eu lieu. Ensuite, à l'aide d'une seringue d'une capacité de 5 ou 10 ml et d'une longue aiguille, 4 à 6 cm, la solution anesthésique est injectée dans le tissu sous-cutané, au-delà de la zone opératoire. L'infiltration des tissus se poursuit couche par couche le long des zones interfaciales naturelles, en utilisant la méthode de l'infiltration rampante selon A. V. Wisniewski. Lors de l'anesthésie par infiltration des dents et des processus alvéolaires, le médecin se trouve du côté droit du patient. La lèvre supérieure ou inférieure est retirée à l'aide d'un miroir ou d'une spatule. L'aiguille est insérée dans les tissus du pli de transition à un angle de 40 à 45 degrés par rapport à la surface du processus alvéolaire jusqu'au périoste. La coupe de l'aiguille doit être orientée vers l'os. Au-dessus de l'extrémité des racines des dents à anesthésier, on injecte 1,0 à 1,5 ml de solution anesthésique à 1 ou 2%. La racine médiane de la première molaire supérieure constitue une exception à la règle. Elle est entourée d'une couche dense d'os compact, formant une crête zygalo-alvéolaire, qui empêchait la pénétration de la solution anesthésique jusqu'au nerf. Par conséquent, pour anesthésier cette racine, la solution anesthésique doit être utilisée pour figure 4. Position de l'aiguille pendant l'anesthésie sous-ostéale. Figure 5. Position de l'aiguille lors d'une anesthésie intraosseuse. Une anesthésie inadéquate des dents ou du processus alvéolaire est généralement constatée lorsque la solution anesthésique est injectée dans un tissu conjonctif lâche, loin de l'apex de la racine de la dent à anesthésier. L'anesthésie par infiltration n'est pas indiquée en cas d'inflammation au site d'injection de la solution anesthésique. L'anesthésie périostée est la méthode de choix, en particulier pour les interventions douloureuses sur la pulpe de la dent, lorsque l'anesthésie par infiltration conventionnelle n'est pas suffisamment efficace. Pour l'anesthésie sous-cutanée, on utilise une aiguille fine et pointue, courte, jusqu'à 30 mm, et une seringue d'une capacité de 2 ml. L'aiguille est insérée entre le bord gingival et la projection de l'apex de la racine sur la muqueuse du pli de transition. La coupe de l'aiguille doit être tournée vers l'os. La muqueuse est ponctionnée et 0,5 ml de solution anesthésique est injectée. Après 20 à 30 secondes de perforation du périoste, l'aiguille est placée sur le grand axe de la dent à un angle de 45 degrés et légèrement avancée sous le périoste vers l'apex de la racine de la dent, fig. 4. Pour injecter la solution anesthésique sous le périoste, il est nécessaire d'appuyer sur le piston de la seringue beaucoup plus fort que lors de l'injection de la solution anesthésique dans la fibre périostée. Du côté palatin, l'anesthésie par infiltration sous-cutanée est réalisée selon la même technique que du côté vestibulaire. L'anesthésie intraosseuse est indiquée si l'anesthésie conventionnelle par infiltration ou par conduction ne suffit pas pour le traitement. L'extraction dentaire ou d'autres opérations sur le processus alvéolaire. Dans ce cas, il est possible d'injecter 1 à 2% de solution anesthésique directement dans l'os spongieux entre les racines des dents. Pour ce faire, l'anesthésie est administrée au site d'injection de l'aiguille et la muqueuse est disséquée, après quoi la couche corticale de l'os immédiatement au-dessus, sur la mâchoire supérieure ou au-dessous, sur la mâchoire inférieure de la papille interdentaire, est fissurée à l'aide d'un trépan ou d'une fraise en forme de boule à faible vitesse de rotation. La fraise est avancée dans l'os spongieux du septum interradiculaire à un angle de 45 degrés par rapport à l'axe longitudinal de la dent. L'aiguille est introduite par le canal forme dans l'os spongieux du septum interdentaire et jusqu'à 1,5 ml de solution anesthésique. Elle lentement injecte, fig. 5. Une anesthésie profonde des dents voisines se produit immédiatement. Il faut garder à l'esprit que le diamètre du trépan ou de la tête de la fraise doit correspondre au diamètre de l'aiguille, car si le diamètre du canal est plus grand, la solution anesthésique s'écoulera dans la bouche. Autotraitement. Puis-je choisir mes propres analgésiques? Chaque jour, la télévision nous recommande toutes sortes d'analgésiques. Mais il ne faut pas prendre le risque de choisir soi-même un analgésique. C'est très risqué ou cela n'aura tout simplement aucun effet. Vous devez toujours consulter votre médecin pour le choix du médicament.
Il prendra en compte le type de douleur, en déterminera la cause, la nature et ne recommandera qu'ensuite l'analgésique adéquat. Un exemple très illustratif est celui d'une personne souffrant d'un mal de tête dû à l'hypertension artérielle. Si elle se contente de l'étouffer avec des analgésiques, la cause demeure or, l'hypertension artérielle est extrêmement dangereuse. Il est important de ne pas prendre d'analgésiques, mais de réduire la pression. Il existe toute une liste de pathologies pour lesquelles la prise d'analgésiques est strictement interdite. Si vous craignez une forte douleur dans la cavité abdominale, vous devez appeler une ambulance et ne pas prendre d'analgésiques. Après tout, il peut s'agir d'un symptôme d'appendicite, d'une hémorragie due à une grossesse extra-utérine ou d'une occlusion intestinale. En cas de douleur intense dans la région du cœur, il vaut la peine de boire de la nitroglycérine. Si la même sensation persiste au bout de 10 minutes, il vaut la peine de boire à nouveau le médicament. Si la douleur ne disparaît pas malgré ces mesures, il est nécessaire d'appeler une ambulance. Si le mal de tête est si intense que le patient perd connaissance, s'il vomit, s'il est somnole, il ne faut pas tarder à appeler une ambulance. Ces symptômes sont très alarmants. Ils accompagnent souvent un accident vasculaire cérébral ou une encéphalite. Dans ce cas, le médecin doit d'abord procéder à un examen approfondi, puis prescrire des analgésiques. Malheureusement, beaucoup ont encore recours à l'automédication. Les analgésiques sont devenus très accessibles et la publicité de masse crée l'illusion de leur efficacité et de leur sécurité universelle. Ils sont peu coûteux et il semble très simple d'acheter un analgésique populaire et de ne pas perdre de temps à aller chez le médecin. Il s'agit là d'une idée fausse extrêmement dangereuse. Pour résumer, si la douleur est vraiment gênante, elle peut et doit être combattue. Les analgésiques permettent d'y remédier rapidement. Mais il est dangereux de choisir seul des analgésiques. Faites confiance à votre médecin. Lui seul sera en mesure de choisir correctement le médicament en fonction du type de douleur et de ses caractéristiques. Il convient également de rappeler que la douleur est un signal de l'organisme indiquant qu'il y a un problème. Dans certains cas, il ne faut pas l'étouffer immédiatement, mais en rechercher la cause. La principale méthode d'analgésie chez les enfants lors d'interventions chirurgicales est l'eau générale. L'eau locale est indiquée chez les enfants plus âgés lors d'interventions mineures avec une prémédication obligatoire. Les particularités de l'organisme pédiatrique imposent une différenciation stricte de l'âge lors de la prescription de la prémédication. Les doses de médicaments doivent correspondre strictement à l'âge de l'enfant. L'initiation à l'anesthésie chez les enfants de moins de 5 ans se fait le plus souvent par la méthode du masque, en utilisant pour l'inhalation le fluorotane, le protoxyde d'azote, le cyclopropane, l'étran. Chez les enfants plus âgés, des méthodes sans inhalation, intraveineuse, intramusculaire, rectale sont également utilisées. La particularité de la période de maintien de l'anesthésie générale chez l'enfant est que l'approfondissement de l'anesthésie, lors de l'anesthésie par inhalation se fait, contrairement à l'adulte, plus rapidement et à une concentration plus faible d'anesthésique dans le mélange inhale. En outre, plus l'enfant est petit, plus cette spécificité est prononcée. Chez les enfants, l'utilisation d'anesthésiques ayant des effets irritants sur la muqueuse respiratoire doit être évitée. Il est également nécessaire de tenir compte de la grande vulnérabilité de la muqueuse trachéale et d'utiliser des sondes endotrachéales thermoplastiques de taille appropriée lors de l'intubation, voire. Chez les nouveau-nés et les nourrissons, on utilise souvent des tubes spéciaux munis d'un bouchon empêchant leur insertion profonde dans la trachée, tube de Cole en cas d'intubation par les voies nasales et de nécessité d'une ventilation prolongée et artificielle. On utilise des systèmes air et RICE spéciaux, voire anesthésie par inhalation. Les progrès de l'anesthésiologie ont largement résolu le problème de l'eau. Dans les interventions chirurgicales complexes chez les personnes âgées et les patients âgés, l'âge physique n'est pas une contre-indication à la chirurgie. Cependant, les changements liés à l'âge dans le corps vieillissant compliquent considérablement la gestion de l'anesthésie. Lors d'interventions chirurgicales, on utilise plus souvent l'anesthésie générale. Pour les opérations des membres inférieurs, on a également recours à l'anesthésie péridurale. Les petites manipulations chirurgicales peuvent être effectuées avec succès sous différents types d'anesthésie locale. Une caractéristique spécifique des personnes âgées et des patients âgés est leur grande sensibilité aux médicaments.
Il faut en tenir compte à tous les stades de l'anesthésie, à commencer par la prémédication, dont il faut exclure les moyens fortement dépresseurs de la respiration, morphine, pantopon, et réduire de moitié ou d'un tiers les doses de médicaments utilisées. L'introduction de l'anesthésie chez les patients particulièrement affaiblis peut se faire par l'inhalation d'un mélange gazeux d'oxyde nitreux et d'oxygène ou par l'administration de kétamine, de préférence par goutte à goutte intraveineux, 0,5 à 1 mg par kilogramme en 1 heure. En association avec de petites doses, 5 à 10 mg de séduxant. Les doses des autres médicaments utilisés pendant l'induction et l'entretien de l'anesthésie, y compris les relaxants musculaires, doivent également être réduites en conséquence, et les anesthésiques ayant des effets cardiotoxiques et hépatotoxiques, par exemple le fluorotane, doivent être exclus. La présence d'un emphysème et d'une pneumosclérose marque chez le patient exige une utilisation extrêmement prudente de la respiration spontanée pendant l'anesthésie. Cette technique est acceptable pour les interventions chirurgicales de courte durée, pas plus de 30 minutes, à condition que les voies respiratoires soient parfaitement perméables et qu'une respiration assistée soit pratiquée périodiquement. Chez les personnes âgées, il ne faut pas se précipiter pour procéder à l'extubation trachéale s'il existe le moindre doute quant à l'adéquation du rétablissement d'une respiration indépendante. Dans ces cas, il est conseillé, dans la période post-opératoire, de procéder à une ventilation artificielle prolongée pendant plusieurs heures. Caractéristique de l'anesthésie locale et générale dans les conditions du terrain militaire, voire anesthésie locale, anesthésie. Bibliogre Bunyatian à Ryabov G. A. et Manevich A. 3. Anesthésiologie et réanimation, M. 1977, IRG RUI, Monsieur Neurochirurgie, M. 1971, Manevich A. 3. 3. Anesthésiologie pédiatrique avec éléments de réanimation et de soins intensifs, M. 1970, Martinov I.S. Neuropathologie, M. 1974, Machkovski Monsieur des médicaments, Ch. 1 à 2, M. 1977, Manuel de chirurgie en plusieurs volumes, édité par B. V. Petrovski, vol. 10, P402, M. 1964, Manuel d'anesthésiologie, édité par T. Monsieur Darbignan, M. 1973, Manuel d'anesthésiologie et de réanimation, édité par V. P. Smolnikov, M. 1973, Manuel d'anesthésiologie et de réanimation, édité par V. P. Smolnikov, M. 1973. V. P. Smolnikov, M. 1970.